Alors un mécanisme réactionnel, c'est une succession d'étapes qui vont vous mener en fait dans une réaction chimique des réactifs jusqu'au produit par une succession de petites étapes qu'on appelle des actes élémentaires. Donc ces actes élémentaires, parfois vous allez produire des espèces stables et des espèces instables. Donc les espèces stables, ce seraient lesquelles vous seriez capable de mesurer. On peut, en fait aussi suivre leur cinétique. Lorsque les espèces sont instables, eh bien en fait elles vont réagir très, très vite et donc engager un nouvel acte élémentaire. C'est, cette capacité en fait à apparaître et à disparaître rapidement. On a la capacité en chimie d'utiliser ce qu'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce qui va donc accroître la cinétique d'une réaction chimique, mais sans apparaître dans le bilan. C'est-à-dire que cette espèce, je la mets dans, mon mélange réactionnel, à les consommer, mais pendant le chemin réactionnel, en fait, elle est régénérée. C'est-à-dire qu'à la fin, je récupère la même quantité de produits catalytiques que j'ai introduits, sans modification de son espèce. Autrement dit, à la fin, quand je vais faire le bilan, elle n'apparaît pas dans le bilan réactionnel. Donc on va avoir des espèces catalytiques comme, du platine, on peut avoir donc, un catalyseur, hein, comme le platine, il va être sous forme solide. Ça va être sous forme de petites paillettes ou d'être une plaque de métal. Mais on a aussi, des catalyseurs qui sont des espèces liquides, donc on a l'habitude en chimie d'utiliser par exemple de l'acide et en fait donc, le ion H+ va servir en fait de catalyseur dans les réactions chimiques. Je vais l'utiliser, je vais le faire apparaître dans tout mon bilan réactionnel. Je vais, dans mon schéma réactionnel, dans mon mécanisme, hein, je vais le voir apparaître et disparaître successivement et à la fin je le récupère tel quel. Alors en chimie, on a une réaction qui est, relativement intéressante, c'est celle de la condensation pour faire ce qu'on appelle une estérification. Donc l'estérification, là où ça devient intéressant justement, c'est qu'on va utiliser un acide carboxylique, on utilise un alcool et on fabrique une nouvelle espèce qui est donc un ester et le deuxième produit, en fait, est une génération d'eau. Donc en fait, on a acide carboxylique plus alcool donne ester plus de l'eau. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, cette réaction, elle a certaines caractéristiques et dans le mécanisme réactionnel, on va avoir tout intérêt d'utiliser un catalyseur. Alors pour comprendre le mécanisme réactionnel, hein, surtout en chimie organique, il faut partir de ce qu'on apprend comme base avec les éléments qui sont donc électronégatifs, électropositifs, les lacunes électroniques, les charges et donc cette histoire d'attraction de force électrostatique, hein, d'attractivité entre les différents éléments qui seront donc électropositifs et électronégatifs. Les électrons, de savoir qu'ils sont dans des liaisons et qu'ils sont capables de se délocaliser, de bouger à l'intérieur d'une structure. Donc notamment quand on va avoir notre acide carboxylique, hein, qui a donc une liaison CO qui est double, l'oxygène il est porté, enfin il porte deux doublés non liants. Ces deux doublés non liants, ça fait qu'ils sont riches en électrons et si on leur présente un catalyseur, donc un ion H+ à côté, qui a donc une lacune, qui cherche désespérément des électrons, eh bien en fait il va trouver justement ce qu'il lui faut auprès de cet oxygène avec des doublés. Donc les doublés vont migrer vers la lacune, mais le carbone qui est associé, lui, c'est un carbone delta+, et lui il va se sentir un petit peu mal si on crée une délocalisation des électrons. Alors l'alcool, qu'on ajoute dans le milieu réactionnel pour l'estérification, c'est là qu'il rentre en jeu, c'est que lui il a des doublés non liants aussi, et c'est l'oxygène qui est donc delta-, qui va venir chercher à se greffer au carbone dessus, comme on voit sur le schéma. Alors du coup, c'est ces doublés qui rendent du coup l'oxygène électronégatif. Donc on va avoir un déplacement d'électrons et on va donc créer une nouvelle liaison CO et on crée une nouvelle liaison OH. Maintenant, lorsque j'obtiens une structure nouvelle, hein, le produit de mon mécanisme, j'ai une espèce qui est instable, puisqu'en fait, j'ai un carbone effectivement qui a ces 4 liaisons avec l'oxygène OH que je viens de créer, mais j'ai un oxygène H avec un reste de structure de l'alcool qui lui porte un H, donc il devient O+, et donc il n'a qu'un seul doublé. Lui, ça lui convient pas, donc ce qu'il a besoin, c'est de libérer ce H, et d'autant qu'on est dans un milieu acide, hein, donc nécessairement tout baigne dedans, il y a aussi un petit peu quand même de milieu de solvant qui va donc intervenir à l'intérieur. Donc on va libérer le H+ à l'intérieur. Donc déjà, première étape, je vois bien que je vais récupérer du H+ comme je l'avais mis initialement. On a donc bien une définition de catalyseur.
L'espèce que j'ai, elle est très stable, relativement stable, mais elle reste quand même réactive. Alors comme elle est réactive et que j'ai des alcools, mais que je baigne dans un milieu avec de l'hydrogène, parce que pour les mêmes raisons, hein, donc j'ai un oxygène qui est électronégatif, j'ai un proton H+, qui est donc électropositif, donc on va chercher à fabriquer cette liaison, puisque lui il a une lacune, il cherche des électrons, et j'ai un oxygène qui en propose. Puis un groupement OH, on verra un peu plus tard avec des histoires de pK, d'acidité, que finalement ça s'y prête bien. Alors du coup, l'oxygène va fabriquer une nouvelle liaison OH à partir de ce doublé, donc j'ai une espèce qui est instable, puisque l'oxygène ne peut faire que 2 liaisons, et je me retrouve avec 3 liaisons dessus, et plus qu'un seul doublé non liant. La molécule, en fait, quand elle va réagir, hein, en plus on a chauffé, hein, dans un milieu de chauffage à reflux, on apporte de l'énergie, eh bien je vois apparaître finalement du H2O. C'est pas clairement écrit puisqu'il y a un O+, mais dans la structure je vois bien H2O. Et c'est ce qu'on appelle un groupe partant, tout au moins un bon groupe partant. On sait que l'eau, ça va jouer aussi le office de solvant, c'est une molécule qui est stable. Donc si j'arrive à la libérer, du coup j'ai un produit stable. Reste à voir ce que je vais avoir du reste de ma molécule. Du coup cette molécule, elle évolue de la façon suivante. Le carbone était électropositif, et j'ai un oxygène dans la fonction OH qui est électronégatif. Et bien en fait, l'électronégativité, au même titre qu'on avait la structure de base de l'acide carboxylique, on va donc avoir le doublé non liant qui va migrer vers la liaison, enfin, qui va créer une liaison avec le carbone. Mais le carbone ne peut faire que 4 liaisons, pas 5. Ça libère donc la molécule H2O. Alors on se retrouve avec une espèce qui est instable par la suite, puisque j'ai fabriqué donc une double liaison CO. J'ai mis un carbone à 4 liaisons, puisque j'ai libéré l'H2O, mais mon oxygène de la fonction carboxyle, lui, il a 3 liaisons. Il n'y a plus qu'un doublé. Du coup, lui aussi, il va libérer un H+. Comme il va libérer le H+, on va retrouver donc le proton catalytique qu'on a introduit tout au début de la réaction chimique. J'ai bien formé donc une double liaison CO, une nouvelle liaison CO qui n'existait pas, simple. On a donc formé un ester. J'ai libéré de l'eau, j'ai donc 2 produits stables. J'ai récupéré donc mon H+ catalytique. On a donc bien une réaction de condensation. J'ai condensé 2 molécules entre elles. J'ai fait ce qu'on appelle une estérification, puisque je produis donc un ester et je libère de l'eau en milieu catalytique. Alors du coup, la réaction d'estérification, elle est lente, athermique. C'est pour ça qu'il faut apporter énormément de chaleur et puis utiliser un catalyseur pour passer la barre énergétique. Maintenant, comme en fait c'est un équilibre, ça veut dire que la réaction, elle n'a pas de réactif limitant, et on va donc pouvoir écrire une constante d'équilibre entre les différents produits et réactifs qu'on a en réaction. Alors afin de contrôler notre réaction en chimie organique, hein, quelle qu'elle soit, hein, on peut prendre effectivement l'exemple de notre estérification aujourd'hui, on va avoir donc différents procédés. On peut changer de réactif, c'est-à-dire utiliser par exemple un anhydride d'acide au lieu d'acide carboxylique. Ça permet en fait d'augmenter le rendement de la réaction, ça permet de faire certaines fois des économies de produits, ça permet aussi de faire des économies de catalyseurs en certains cas, ou des économies aussi donc d'apport thermique. Peut-être qu'on peut moins chauffer le milieu, ou peut-être qu'on peut utiliser moins de quantité de matière pour un équilibre ou un rendement meilleur. Alors ce changement d'équilibre, ça permet également de changer la constante d'équilibre, et puisque je n'ai pas les mêmes réactifs, et comme je n'ai pas les mêmes réactifs, la constante d'équilibre se déplace, et en fonction de ce déplacement, et bien en fait si la valeur de la constante devient plus grande, ça veut dire que thermodynamiquement, elle est beaucoup plus favorable. Ce qui veut dire que cinétiquement, je vais forcément la changer, mais en tout moins thermodynamiquement, je la rends plus favorable, donc elle peut devenir peut-être plus totale qu'elle ne l'était auparavant. Alors dans les montages de chimie organique, on a un montage très classique, hein, qu'on appelle le montage à reflux. Le principe est simple, ça permet donc de chauffer avec un réfrigérant qui est juste au-dessus. Ce réfrigérant, il a pour vocation de liquéfier les vapeurs produites par le chauffage, puisqu'on a une vaporisation. Donc il fait une liquéfaction. Puisque je refroidis les vapeurs qui reviennent liquides et qui retombent dans le milieu, ça veut dire que je peux travailler sans perte de matière dans un montage à reflux. Si je veux contrôler une réaction, je peux aussi contrôler les réactifs. Ce qui est intéressant en chimie organique, on a des montages un peu plus complexes, on va le voir juste après. Du coup, je peux contrôler donc l'apport d'un des réactifs au fur et à mesure.
Donc au lieu d'avoir un équilibre où j'ai tout mélangé du départ et que j'attends simplement que la popote se fasse, je peux aussi ajouter un réactif au fur et à mesure, c'est-à-dire contrôler son apport pour qu'à chaque fois que j'apporte un des réactifs, eh bien en fait la réaction ne soit pas un équilibre assez gros, mais plutôt une succession de petites réactions totales. Et donc pour cela, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle une ampoule de coulée. Alors une ampoule de coulée, on l'associe sur un ballon bicole ou sur un ballon tricole. On a donc un petit robinet sur l'ampoule qui permet en fait d'ajouter au fur et à mesure un réactif, d'accord, pour en fait accroître le rendement, contrôler la cinétique de la réaction. Et moi, en tout cas, dans un de mes TP, on l'utilise quand on fait la synthèse de l'acide benzoïque à l'aide du permanganate. Alors une chose qui est intéressante en chimie, quand on veut contrôler aussi la réaction, hein, surtout en chimie organique, et on peut, donc on contrôle les réactifs, mais on peut aussi contrôler les produits. Alors pour contrôler les produits, on va utiliser deux principes différents. Un s'appelle le Dean Stark et l'autre s'appelle la distillation. Le Dean Stark, il a pour intérêt d'être une colonne de réfrigérant, mais au lieu d'être au-dessus du ballon, on l'a mis sur le côté et on a mis un appendice en dessous. L'appendice en dessous, et il permet donc d'ajouter dedans un solvant. Comme ça, le solvant peut aussi lui être ajouté au fur et à mesure, puisqu'on comprend qu'il va y avoir vaporisation, ça refroidit, ça fait une liquéfaction, mais ça retombe dans l'appendice. Donc le solvant qui aurait été mis dedans peut lui recouler dans le ballon, déplacer l'équilibre, et cette vapeur que j'ai recondensée, qui est tombée dans mon appendice, en tout cas dans l'estérification, eh bien en fait on récupère l'eau. Donc puisque l'eau ne fait plus partie en fait du bilan réactionnel, j'enlève l'eau au fur et à mesure, et bien en fait il n'y a pas de retour en arrière dans la réaction chimique, il n'y a pas cette notion d'équilibre qui apparaît clairement. Donc je déplace tout doucement, au fur et à mesure, ma réaction. Alors l'intérêt de la distillation, c'est qu'elle permet en fait d'éliminer certains constituants du mélange au fur et à mesure quand on a un mélange homogène. Donc en fait on fait donc la vaporisation et après on recondense les vapeurs effectivement sur le côté qu'on récupère dans un distillat. Mais ça c'est un montage qu'on connaît déjà très bien.